Un pilote qui fête ici ses 30 ans de carrière et de communion avec le public, Marc Duhay. Alors Marc, en 2003, tu nous as fait bien peur pour des raisons médicales. Comment ça va? Tout va bien, regardez, je suis là et c'est le genre de truc où ça se passe mal, où on est réparé, donc je suis réparé. Tu as déclaré il y a peu que tu voulais à nouveau faire parler de toi sur la scène sportive. C'est apparemment réussi avec un joli programme 2004. Mais je vais faire un peu de rallye, je vais faire un peu de circuit, donc je serai occupé. C'est bon pour le ventre, c'est bon pour le cœur et c'est bon pour le moral. Hein. Justement, les petits jeunes, les voitures Super C100 sont des voitures qui généralement sont destinées aux jeunes parce qu'elles sont légères et nerveuses. On peut parler d'un réel défi pour toi? Absolument, mais je pense que le service de gériatrie, en l'occurrence moi-même, je vais arriver pour les embêter. Donc je ne suis pas là pour qu'ils dorment bien. C'est certain que les petits jeunes sont les plus chauds, les gens qui ont le plus d'ambition pour ce genre de voiture, mais je ne vais pas me laisser faire. Je suis l'outsider et je vais les embêter. Délaissons quelques instants le sport auto pour passer sur deux roues. En MotoGP, l'intersaison 2003-2004, c'est avant tout le passage de Valentino Rossi de Honda à Yamaha. Le prodige italien sera-t-il en mesure d'ajouter un 6e titre mondial à son palmarès? Certains pensent que oui, d'autres émettent plus de réserves. Premier élément de réponse en provenance de Malaisie où Il Doctor a fait connaissance avec sa nouvelle monture. Il aura fallu attendre longtemps, mais le moment tant espéré est enfin arrivé. Valentino Rossi, champion du monde de MotoGP ces 2 dernières années, a effectué sur le circuit de Sepang en Malaisie ses premiers tours de roue sur sa nouvelle machine, la Yamaha M1. Sous contrat avec Honda jusqu'au 31 décembre, le pilote italien s'était vu interdire par le premier constructeur mondial de prendre part à la moindre séance d'essai pour son nouvel employeur avant cette date. Débarqué en Malaisie juste après Honda, le Gaulois Fortuna Yamaha Team a principalement œuvré sur les pneus et le châssis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour une première séance d'essai, Valentino Rossi, qui a emmené dans ses bagages Jeremy Burgess, l'homme qui les mena, lui et Mick Doohan au titre pour le compte de Honda, n'a pas fait dans la demi-mesure. En effet, au terme des 3 journées figurant au programme malais, le docteur a fait claquer un chrono de 2 minutes 2 secondes 75 centièmes, passant ainsi sous le record du tour qu'il avait signé lors du récent Grand Prix de Malaisie, s'approchant à un petit dixième de sa pole position. Le champion du monde avait donc toutes les raisons de se montrer satisfait. Je suis très content. J'ai d'emblée eu un bon feeling avec la moto. En fait, je m'attendais à trouver une machine avec de gros problèmes. Eh bien, pas du tout. La moto est facile à piloter et j'éprouve de bonnes sensations à son guidon. Ça m'amuse et ça, c'est très important. Nous savons que nous ne partons pas en position de favori. Il y a du travail, mais j'en suis très heureux. Histoire de tempérer quelque peu les ardeurs des supporters de Valentino Rossi, il convient de souligner que la Yamaha et son pilote ont toujours été performants sur le circuit de Sepang. Il est donc plus prudent d'attendre les prochains essais avant d'émettre un jugement trop rapide. Une chose est cependant certaine, en tournant près d'1 seconde plus vite que son équipier, sur une machine qu'il découvrait, Rossi a démontré qu'il était bel et bien le meilleur pilote du monde. Carlos Checa était lui aussi à pied d'œuvre en Malaisie. Le pilote espagnol a aligné un grand nombre de tours et avait toutes les raisons de se réjouir de sa collaboration avec le quintuple champion du monde. 5e du Grand Prix de Malaisie disputé en octobre dernier, Checa envisage l'avenir avec sérénité. C'est très intéressant et plutôt motivant de travailler avec Valentino. Nous nous entendons bien et j'espère que nous serons bien positionnés cette saison. Maintenant, le plus important est de faire évoluer la moto de manière à être compétitif dès le début du championnat. Avec Valentino Rossi et Carlos Checa d'un côté, mais aussi Marco Melandri et Norik Abe qui défendront les couleurs du team Tech 3 d'Hervé Poncharal, Yamaha entend bien venir perturber les plans de Honda et dans une moindre mesure ceux de Ducati. Un premier élément de réponse devrait nous parvenir dès le 18 avril au terme du Grand Prix d'ouverture de la saison 2004 de MotoGP sur le circuit sud-africain de Welcome.
Retour au rallye pour poursuivre cette émission avec une autre excellente nouvelle pour la Belgique. Après avoir fait triompher Peugeot dans le championnat d'Europe des rallyes, l'équipe Kronos s'apprête à défendre une nouvelle cause en 2004. Jean-Pierre Mondron, on a d'abord eu quelques inquiétudes concernant l'emploi du temps de l'équipe Kronos en 2004, mais finalement tout est rentré dans l'ordre. C'est vrai. En fait, après 9 ans de collaboration avec Peugeot Belgique, nous avons été contactés par Citroën et nous avons un programme officiel de la part de l'usine avec le programme Super 700 Championnat de France. Cette année, le championnat d'Europe des rallyes est réservé au Super 700 et au Groupe N. Peut-on dès lors espérer voir Bruno Thierry défendre son titre au volant d'une C2 préparée par vos soins? C'est bien sûr ce que nous espérons, puisque ce serait fantastique de pouvoir remettre le titre de Bruno en jeu avec une Citroën C2. Il manque encore très peu du budget pour arriver à une solution. J'espère d'ici fin de semaine prochaine nous pouvons peut-être officialiser ce championnat, oui. On parle d'une redoutable équipe de 2 voitures pour affronter cette saison. Où en est-on avec l'éventuel engagement de Peter Tune? C'est vrai que nous sommes en négociation avec Peter depuis un certain temps. Peter a d'autres options possibles et nous attendons en fait la semaine prochaine une définitive décision de sa part. Place maintenant à notre séquence essai, si vous le voulez bien. Et cette semaine, Marc Lacroix nous a concocté une exclusivité. En effet, le Nissan Murano est un SUV très réussi, mais pourtant pas distribué chez nous. Rien d'étonnant lorsque l'on sait que les États-Unis représentent le plus gros marché du monde pour ce type de véhicule. Cela fait plus de 50 ans que Nissan est présent sur le marché des tout-terrains. De quoi lui permettre d'acquérir une bonne dose d'expérience dans ce domaine. Voici quelques mois, le constructeur de Tokyo franchissait un nouveau pas en lançant un 4x4 de luxe dénommé Murano. Il est réservé actuellement pour le marché nord-américain et canadien. Bon, il est clair que certains Européens seraient sans doute heureux de l'avoir, mais pour l'instant, il n'en est officiellement pas question. Au premier coup d'œil, le Murano laisse transparaître une allure novatrice, pour ne pas dire provocatrice, non sans bénéficier d'une touche sportive. Un dessin qui contraste avec les autres 4x4 de la marque, qui vise plutôt une clientèle conservatrice. À elle seule, l'imposante calandre chromée représente une véritable marque d'identité, tandis que le profil aux airs de gros break surélevé laisse apparaître des ailes musclées abritant des jantes de 18 pouces. Plutôt sobre, l'habitacle conserve en revanche l'esprit nippon. Heureusement, l'utilisation d'aluminium brossé produit un heureux contraste entre les grandes surfaces uniformes de cet intérieur, qui profite comme il se doit de nombreux emplacements de rangement et d'un équipement très complet. Sur notre exemplaire, on notait aussi cette option permettant d'ajuster le pédalier à la physionomie de son utilisateur. Au rayon mécanique, en revanche, Nissan ne laisse guère le choix. Développé expressément pour les États-Unis, le Murano ne dispose que du V6 3,5 litres que l'on retrouve dans plusieurs modèles de la gamme, comme la Maxima ou le coupé 350Z. C'est ce qui explique aussi pourquoi l'Europe hésite à l'importer, étant donné qu'aucune motorisation diesel n'a été prévue pour ce modèle. Ceci dit, dans la catégorie des SUV de luxe, dans laquelle il retrouverait notamment le Lexus RX 300 ou le Volvo XC90, eh bien, le Murano aurait sans doute une très belle carte à jouer. Fort de 245 chevaux, ce V6 suffit à fournir à ce véhicule d'un peu moins de 1800 kg, un niveau de prestation tout à fait convaincant qui se traduit notamment par d'excellentes reprises. Mais la grosse particularité de ce Murano est de proposer une transmission à variation continue. Un choix technique inédit pour un véhicule de ce type qui, de surcroît, convient assez bien au pays de commercialisation visé, friand de boîte automatique. Mais ici, le concept est sensiblement différent. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une transmission complètement différente. Donc le couple est réparti de manière continue et en fait, il n'y a pas de rapport. Donc tout l'intérêt de la chose est là. Pas de rapport et pas les à-coups qui en découlent. Et si vous ajoutez à cela que les réponses lors des accélérations sont promptes et douces, et de plus que la consommation de carburant est annoncée sensiblement inférieure, vous obtiendrez là une transmission garante non seulement d'un confort de conduite sans pareil, mais aussi d'avantages économiques qu'une solution traditionnelle. De son côté, la motricité est assurée en permanence par les 4 roues, avec en sus un blocage du différentiel central. Néanmoins, un petit coup d'œil en détail sous les entrailles de ce Nippon bon chic bon genre laisse clairement apparaître que sa vocation ne correspond pas vraiment à celle d'un baroudeur. Dépourvu de protection digne de ce nom, le Murano n'appréciera pas de s'aventurer sur des terrains trop chahutés.
Une fois sur route, son équilibre compte parmi les faits les plus marquants, puisque tenue de cap et stabilité directionnelle se révèlent impressionnants d'efficacité. Même si poussé à l'extrême, le Murano se fera tendancieusement sous-vireur. Quant au freinage, assuré par des disques ventilés aux 4 roues, il intègre bien entendu tous les artifices électroniques nécessaires à assurer efficacité et sécurité. Bref, un bilan plutôt favorable pour ce superbe véhicule pour lequel il reste maintenant à espérer qu'une évolution diesel sera finalement développée. Si tel est le cas, le Murano pourra s'attaquer aux marchés européens et incontestablement y revendiquer une place en ordre utile. C'en est déjà terminé de la première partie de moteur. On se retrouve après la pause pour parler Formule 1 en compagnie de Bas Lenders, ainsi que les temps forts du Belgium Motor Show. A tout de suite. Le Belgian Motor Show, c'est aussi l'occasion de parler des nouveautés annoncées pour la saison 2004. Et ce n'est pas tous les jours que l'on assiste à la présentation d'une nouvelle catégorie. Et pour évoquer cette nouvelle compétition, Kerin Bovy, derrière ce nom Formula X se cache un concept qui risque de faire parler de lui. Oui, en fait, Claude Chantala, l'initiateur du concept, qui est mon partenaire, avec qui on a travaillé 3 ans sur ce projet. Et moi-même, nous avons trouvé que les coûts de la compétition automobile étaient beaucoup trop élevés et qu'il fallait absolument permettre aux jeunes et aux moins jeunes de pratiquer ce sport au plus haut niveau en dépensant beaucoup moins d'argent. Eric Van de Poel, la Formula X fait une entrée fracassante sur la scène sportive puisque les Pro Tours vont évoluer en levée de rideau de la Le Mans Endurance Series. Oui, en fait, il fallait bien qu'on débute par un championnat et je crois que la Formula X Sport, disons la version prototype, se trouvait parfaitement en ligne de mire pour le nouveau championnat Le Mans Endurance Series pour faire de belles courses en levée de rideau à toutes ces courses qui ont lieu à Monza, Nürburgring, Silverstone et Spa. Donc ce sont évidemment des circuits mythiques et je crois que tous les jeunes ou les moins jeunes qui vont pouvoir rouler sur ces prototypes vont se défendre sur des circuits fantastiques et en plus enlever de rideau de très belles courses. Pierre Van Witt, quelle est la solution économique pour pouvoir proposer une formule démocratique ? C'est tout le secret de ce concept Formula X, c'est 2 voitures en une. C'est-à-dire qu'au départ d'une même mécanique, une coque en carbone avec un même moteur, eh bien, il y a une carrosserie de monoplace et une carrosserie de sport prototype, de petites barquettes. Elles vont donc utiliser dans 2 types de championnats et puis aussi elles vont courir non seulement en Europe pendant la saison d'été mais également dans les pays du Golfe pendant la saison hivernale. On va donc amortir 4 fois la même voiture et c'est ce qui permet de proposer des prix absolument imbattables et un rapport prix-performance qui attire déjà beaucoup de pilotes. Pour débuter cette deuxième partie, place à la Formule 1. Il y a quelques jours, le pilote belge Bas Lenders a eu l'occasion de prendre le volant de la Jordan EJ13 sur le circuit de Barcelone. Vincent Franzen s'est rendu sur place pour ne rien manquer de cet événement. Depuis son apparition dans le milieu de la course automobile, Bas Lenders n'a pas laissé grand-chose au hasard. Champion de karting, de Formule Ford, de Formule Opel Lotus et de Formule 3, il a ensuite côtoyé la Formule 3000 internationale et les World Series by Nissan, accumulant victoires et places d'honneur. Quoi de plus normal dès lors de le voir remuer ciel et terre pour atteindre le sommet de la pyramide, la Formule 1. Le 21 janvier dernier, le rêve est devenu réalité. Bas Lenders s'est retrouvé sur le circuit de Barcelone, prêt à se glisser dans le baquet de la Jordan Ford EJ13, monoplace avec laquelle l'équipe Jordan Grand Prix a disputé la compétition 2003. Pour le pilote originaire de Bray, dans le Limbourg, l'instant est important. Au cours des 10 dernières années, Lenders a tout mis en œuvre pour arriver jusqu'en F1. Et cette fois, ça y est, la discipline reine du sport automobile lui tend les bras pour un galop d'essai. Hélas pour Bas, le rêve a rapidement tourné au cauchemar. Lors de son tour de lancement, le Belge perd le contrôle de sa monoplace en pleine ligne droite pour terminer sa course contre le mur de pneus. Le châssis est touché, les premières critiques fusent. Lenders a-t-il commis une erreur ? Pas sûr. Disons plutôt que pour ses grands débuts au volant d'un bolide de 800 chevaux, Bas a vu bien des éléments se liguer soudainement contre lui.
Dans le tour de l'installation, il faut faire fifth gear ramp, ils appellent ça. Ça veut dire aller en 4e, 5e vitesse à fond pour vérifier le moteur, le paramètre moteur en ligne droite. Et quand j'ai fait ça, ici chez Jordan, ils enlèvent l'antipatinage. Et malheureusement, le moment que je faisais ça, il y avait juste avant une Renault F1 qui avait perdu presque toute son huile. C'était un nouveau moteur Renault qui a explosé. Et quand je suis tombé dessus sur cette huile qu'on pouvait naturellement pas voir, la voiture elle fait une glissade et j'ai touché les pneus. On notera qu'au cours de cette seule journée du 21 janvier, d'autres champions, et non des moindres, ont quitté la trajectoire idéale. Preuve qu'en F1, le pilote est toujours sur le fil du rasoir. Si certains ont cru bon d'épiloguer sur cet incident matinal, dans l'entourage de Leinders, il n'y avait plus qu'à espérer que l'équipe Jordan Grand Prix puisse procéder au changement du châssis dans des délais raisonnables, de manière à permettre à Bas de reprendre la piste en fin de journée. Inutile de préciser que dans ces conditions, la tâche de notre compatriote était complexe. Un nouvel écart de trajectoire avait toutes les chances d'être plutôt mal interprété. Mais il en faut plus pour déstabiliser Bas Leinders qui remontait en piste sur le coup de 15h58 pour une petite heure de test la plus fructueuse possible. En dépit de 3 interruptions de séance dues à des casses mécaniques, mais aussi à l'un ou l'autre écart de trajectoire commis par d'autres pilotes, Leinders mettait en point d'honneur à tenter de comprendre le pilotage d'une F1 dans un temps record. Pas question bien sûr de jouer dans la même cour que les autres pilotes présents, tous très expérimentés. L'important pour Bas, c'était de faire bonne impression vis-à-vis de l'équipe technique de Jordan Grand Prix, afin de persuader les membres du team que la F1 constitue bel et bien la suite logique de sa carrière de pilote professionnel. J'ai eu 2-3 drapeaux rouges et avec seulement 1 heure et seulement à la fin, même pas 20 tours. Je pense que je suis hyper bien adapté. Et, il faut surtout s'habituer à freiner tard. Et là, on a besoin de tours pour vraiment être au maximum. Mais déjà maintenant, j'étais très proche. En 16 tours du circuit de Barcelone, Bas Leinders a juste eu le temps de goûter à la magie de la Formule 1. Une expérience bien trop courte, certes, mais néanmoins suffisante pour se convaincre que le combat ne fait que commencer. N'y voyez nullement une question de talent, mais plutôt le règne implacable de l'argent. Inutile de se voiler la face, c'est en dollars ou en euros que se négocie le débarquement d'un jeune premier dans le grand cirque de Bernie Ecclestone. Et à ce niveau de compétition, la plupart des pilotes sont capables de tirer la quintessence d'une monoplace, à condition bien sûr qu'on leur accorde un temps minimum d'adaptation. Alors oui, Bas Leinders au soleil de la Formule 1, on peut plus que jamais y croire. Quoi de plus normal pour continuer cette émission que de retrouver l'acteur principal du sujet que nous venons de voir, Bas Leinders. Alors Bas, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais plutôt sur ce qui pourrait arriver, où en sont les négociations avec Eddie Jordan. Ce matin, on a eu les gens encore d'Eddie Jordan qui a confirmé encore que la position de 3e pilote est libre et qu'ils espèrent qu'on puisse réunir le budget pour pouvoir être 3e pilote de réserve, comme ça pour rouler tout le vendredi sur tout le Grand Prix cette année. Alors très sincèrement, Bas, le fait d'être belge est-il un avantage ou un désavantage pour accéder à la Formule 1 ? Naturellement, en étant belge, c'est pas toujours évident, mais il faut savoir que le belge, il est quand même très raffiné et il a beaucoup de différentes cultures en Belgique. C'est fait qu'il y a quand même beaucoup d'atouts pour un belge d'arriver quelque part. Si, par exemple, il y a 10 ans, on avait dit qu'on aurait une numéro 1, un numéro 2 mondial en tennis, personne n'aurait cru, mais c'est possible et je crois que c'est la même chose ici. Ça fait 10 ans qu'il y a eu un Belge en Formule 1 et j'espère que bientôt il y aura de nouveau un. À l'issue de ton test à Barcelone, on a pu lire quelques critiques dans la presse belge. J'imagine que tu aurais souhaité un autre accueil, peut-être un peu plus chauvin, histoire de te sentir soutenu par ton pays. Je crois qu'en général, ça a été très bien. Il y a beaucoup de médias autour de ce test. Et c'était ça le but aussi, de montrer à la Belgique que c'était de nouveau possible d'avoir un Belge en Formule 1. Et il faut savoir aussi qu'en même temps, le Belge est très exigeant. Et moi aussi, je suis très exigeant avec moi-même. Et j'essaye toujours d'améliorer, d'apprendre. Et comme ça, c'est la mentalité de la Belgique. Et
C'est naturellement un avantage parce que comme ça, on essaie toujours de faire mieux. Mais en même moment, parfois, c'est un peu plus difficile. Mais je crois que ça fait partie du sport. Et le sport, c'est pas donné, c'est pas gratuit. Et il faut travailler beaucoup. Et j'ai l'intention de faire ça. C'est en Cité Ardente que nous allons clôturer cette édition de moteur avec les temps forts du Belgium Motor Show. Il y avait les bolides, les pilotes, mais aussi une certaine cérémonie de remise des casques d'or, comme nous l'explique Vincent Franzen. Pour son millésime 2004, le 17e depuis sa création, le Belgian Motor Show a une fois de plus transformé les Halles des Foires de Liège-Coronmeuse en capitale des sports mécaniques. Ce qui s'est traduit par un plateau de bolides varié à souhait, de quoi permettre au public d'apprécier ou plutôt d'admirer des machines qui ont écrit quelques-unes des plus belles pages de la saison 2003. Idéalement programmé à la fin janvier, ce Racing Show à l'ambiance très chaleureuse s'impose aussi comme l'endroit idéal pour lever le voile sur différents programmes 2004. La preuve que certains ont bien travaillé durant l'hiver et que le début des festivités sportives est attendu avec impatience. Comme le veut la coutume, différents thèmes ont agrémenté cette exposition, avec pour débuter un bel hommage rendu à l'implication de Honda en compétition. L'occasion de se rendre compte que le constructeur nippon accumule les succès dans les disciplines les plus prestigieuses. C'était surtout intéressant parce que c'est la seule marque qui puisse se targuer d'avoir autant de victoires et autant de participation en 2 roues comme en 4 roues au niveau mondial. Autre idée judicieuse des organisateurs liégeois, la mise à l'honneur d'une personnalité des sports mécaniques appréciée du grand public. Accusant quelques 30 ans de carrière à son compteur, Marc Duet était le premier invité d'honneur, mais d'autres suivront. Chaque année, on va essayer de retrouver un pilote qui le mérite, qui est suffisamment éclectique, qui a fait énormément de choses, qui est sympa, et on va retracer sa carrière dans la Halle 4, et l'inviter, etc., pour avoir d'une part bien sûr des machines et respecter notre slogan, approcher les hommes et les machines comme nulle part ailleurs. Pour le reste, le Belgian Motor Show a pris le parti d'aborder tous les sports mécaniques, y compris ceux dont on a le tort de parler un peu moins. Et puis Liège, c'est aussi et surtout une fête qui se traduit par une certaine chaleur ambiante. Incontestable point d'orgue de ce week-end tout en ambiance, la remise des très convoités casques d'or. Et une fois de plus, le public ne s'y est pas trompé en mettant à l'honneur quelques-uns des pilotes qui ont marqué la saison 2003. C'est ainsi qu'au niveau rallye international, François Duval a décroché un trophée que son excellent rallye de Monte-Carlo a pleinement justifié. 2003 a été une saison assez difficile où j'ai découvert beaucoup de rallyes et on m'a demandé directement d'être dans le coup. Mais je pense qu'en 2004, on va essayer de faire du bon travail et bon, Monte-Carlo, on a bien commencé. Donc je suis confiant pour le reste de la saison. Du côté des filles, nouvelle distinction pour Sylvie Delcourt qui accumule les succès. Et petite surprise en circuit international avec le sacre du Limbourgeois Anthony Kumpen qui n'a pourtant pas été servi par la chance au cours du dernier championnat FIA GT. Moi, j'ai quand même marqué 2 pôles. On était toujours devant, mais on a abandonné toutes les courses parce qu'on avait des problèmes techniques. Et la saison prochaine, on va faire autre chose et on va essayer de faire mieux. Assurément l'un de nos meilleurs représentants en monoplace, Maxime Soulet s'en est quant à lui retourné avec le trophée Espoir Auto de l'année. On reste sur 4 roues avec le casque d'or de Xavier Bouche en rallye national, ainsi que la victoire inattendue de Christian Lefort et Yves Lambert sur circuit. Preuve que les performances de ces dompteurs de Porsche dans le championnat Belcar ne passent pas inaperçues. On a essayé d'abord de créer une belle voiture. Alors, cette voiture a dû être développée en cours de saison. Et peut-être ce qu'il y a marqué, c'est la progression des résultats. Parce que finalement, la moitié de la saison, donc la fin de saison, a été excellente. Sur 2 roues, si Stéphane Evers a été consacré en cross, ce dernier brillait malheureusement par son absence. Ce qui n'était pas le cas de Werner Damen, dont les performances dans le mondial de Supersport lui ont valu la récompense convoitée. Chouchou du public liégeois, le Supermoto a vu les meilleurs Belges du championnat du monde recevoir un vibrant hommage. Quant à Fred Fiorentino, il était tout étonné de taxer les locaux dans la course au casque d'or. Le public m'a choisi, ça fait énormément plaisir. Bon, maintenant, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui croient en moi et je vais tout faire pour être devant et pour donner autant de spectacles que cette année à tous les gens et défendre les couleurs de mon pays.
Bref, un Belgian Motor Show de bonne facture qui n'a pas manqué de donner le coup d'envoi d'une saison très prometteuse. Terminé pour ce moteur qui a fait le plein de temps fort. Merci de votre fidélité. La semaine prochaine, retour sur Bruxelles pour apprécier le musée Auto World du cinquantenaire qui a fait peau neuve. À la semaine prochaine et entre-temps, amusez-vous bien.